Ma vie en VF, une production de Tunisia Podcast, présentée par Raouia Khadr. En décembre 2021, la Tunisie accueillera le 18e sommet de la francophonie organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 États et gouvernements membres, dont la Tunisie. Encore plus intéressant, 4 pères fondateurs sont derrière la mise en place de cette francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Prince Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Ce podcast est l'occasion pour nous de faire un focus sur une langue qui réunit à ce jour plus de 300 millions de citoyens dans le monde et de nous poser les bonnes questions quant à l'évolution du rapport du tunisien à la langue française. Artistes, entrepreneurs, sportifs, journalistes, économistes et bien d'autres personnalités publiques ont accepté de nous livrer, à travers leur vécu et leurs témoignages, la vision qui porte sur la francophonie d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Ma vie en VF. Ma vie en VF est un podcast soutenu par l'Institut français de Tunisie. فما مشكلة زعما في الميكرو بتاعك؟ Je sais pas, تسمع فيا انت؟ أنا نسمع فيك. Ouais, donc j'ai pas l'impression اللي فيه مشكلة. Donc du coup. اسكو قاعد يسجل ولا لا؟ سي Ah oui, Ouais. regarde. Ouais. C'est bon, ok, that's Donc it. je sais pas, c'est peut-être une question de volume. question زيد في الفوليوم كتنجم ولا كان عندك ميكرو ولا حاطط كي تقربو. Bon, on y va? Quand tu veux. Ben. Quelle belle surprise attend celui qui lira Yemen Manerhi pour la première fois. Son 3e livre, La Mât ardent, aux éditions Elisade, est dans la liste des livres à lire en 2021, établie par le New York Times. Et ce n'est pas du tout overrated. La plume de cet ingénieur spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information est unique. Drôle, réfléchie, philosophique, insolente, l'écriture de Yemen ne laisse pas indifférent. À travers ses livres, le jeune homme s'est posé un regard à la fois doux et humble, voire bienveillant, mais non moins critique, sur une Tunisie et sa société en proie à des changements sociopolitiques constants. Cette manière d'aborder l'histoire actuelle a valu à son livre La Mât ardent de nombreux prix, dont celui des 5 continents de la francophonie. Pour la petite histoire, Yemen Manerhi naît et grandit dans une famille d'enseignants qui lui inculquent l'amour des livres et l'importance du savoir. Et cela se ressent, se voit, se lit chez le jeune homme qui vit aujourd'hui entre la France et la Tunisie. Je lui envoie un mail tout simplement et quelques jours plus tard, nous voilà en pleine discussion sur les langues, par écran interposé, une Méditerranée qui nous sépare, même si pour l'auteur primé, tout a commencé à Tunis, dans sa banlieue sud plus précisément. Pour remonter aux origines, donc ce sont les années 80. Moi, je suis né en 1980 dans la banlieue sud de Tunis et j'ai fait l'école publique. Et j'ai eu accès donc aux premiers cours de français à l'âge de 6 ans dans l'école publique tunisienne. Alors j'avais d'excellents professeurs, d'excellentes institutrices de langue française, donc qui m'ont progressivement provoqué de l'intérêt chez moi pour cette langue. Alors j'ai grandi aussi avec la langue arabe. Mes premières lectures, mes premiers amours littéraires ont été provoqués plutôt par cette langue-là. Mais petit à petit, avec l'école, je me suis ouvert, j'ai rencontré la langue française et jusqu'à un moment où quand j'ai commencé à écrire avec cette langue-là. On va y revenir justement à l'écriture et au choix de la langue pour l'écriture. Moi, je reste un petit peu dans cette étape de l'enfance. Tu as dit quelque chose tout à l'heure d'assez intéressant et ça revient souvent chez les invités de la génération X, donc plutôt Y, pardon, la génération Y, donc ceux qui sont nés dans les années 80 ou 70 peut-être. Mais c'est la place de l'instituteur dans l'apprentissage des langues et dans l'amour et la passion qu'on a pour la langue, que ce soit arabe ou française. Donc à l'époque, j'imagine que les instituteurs, les professeurs plus tard au lycée, vous proposez des livres à lire en arabe ou en français. Oui, tout à fait. Ils prenaient des initiatives dans ce sens et c'était tout à leur honneur parce que c'était difficile déjà de nous faire lire. Je me rappelle, moi, franchement, dans la classe, il y avait 10% peut-être de la classe qui lisait le livre et les autres, ils essayaient de trouver des excuses ou de piquer des résumés. Ouais, voilà, quand il s'agissait de résumer, ils piquaient chez les autres.
Mais ils avaient le mérite d'avoir créé des espèces de clubs de lecture au sein de la classe, de proposer des livres à l'époque qui étaient rangés par bibliothèque. Donc il y avait la bibliothèque rose, verte. Ce qui n'était pas Et forcément donc obligatoire, hein, dans non, le. ce n'était pas Ouais. obligatoire. Ce n'était pas obligatoire. C'était vraiment ça dépendait des profs et c'est pour ça que moi j'en ai eu des bons parce qu'il y en avait qui avaient pris ces initiatives-là, qui nous ont fait bien disserter. Et après aussi, cette génération, elle a connu la télé en langue française, qui était venue aussi apporter une fenêtre sur le monde, proposer des émissions qu'on n'avait pas, que ça Tu regardais soit quoi, plus sur les jeune? dessins animés. Ah ben, par exemple, je regardais Scooby-Doo. Je pense qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens en Tunisie qui ont dû regarder Scooby-Doo quand ils étaient Oui, jeunes. Après, on regardait aussi, je sais pas moi, j'étais aussi, il y avait du Giga euh, oui, qui passait, donc c'était Le Prince de Bel-Air, c'était les années collège. Il y avait aussi un contenu culturel qui était proposé en langue française, qui faisait qu'on était intéressé à l'usage de cette langue comme étant une ouverture vers le monde. C'était un monde qui était différent du nôtre. On avait envie de l'appréhender et du coup, cette langue-là nous aidait à bien le comprendre, à bien comprendre le monde dans sa diversité et sortir aussi un petit peu de ces frontières qui étaient difficiles pour nous à franchir, hein, parce que les classes populaires avaient du mal à financer des voyages à l'étranger pour leurs enfants. c'est Les clair. vacances, elles se passaient surtout à l'intérieur du pays. Les médias ont fait que on a eu accès à un certain nombre de choses. Et je me rappelle moi aussi, par exemple, avoir découvert Les Inconnus grâce à la télé française, Ouais, et ça a été aussi un vrai choc culturel. C'est ces gens qui osaient critiquer tout ouais. dans une société qui avait accordé de la place à la critique, à la caricature, à la dérision et à l'autodérision. Alors que moi, j'étais dans une société très conservatrice, dans lequel il y avait le culte de la personne politique. Et du coup, oui, cette langue-là m'a permis de rire avec les inconnus, avec tout ce qu'ils pouvaient proposer, quoi. Donc, Et de comprendre peut-être que dans d'autres cultures, justement, on pouvait, comme tu le dis si bien, critiquer les politiques, avoir un discours satirique sans risquer quoi que ce soit. tout à Donc fait. de comprendre les autres cultures, c'est ce que entre autres nous apporte la maîtrise de la langue française, du moins à l'époque. C'est ce que nous apportait cette ouverture sur cette culture-là et sur ce pays-là que j'imagine petit, tu t'imaginais aller en France, découvrir si ce que tu voyais à la télé était identique ou pas. J'ai eu la chance d'aller en France à l'âge de 15 ans, passer des vacances à Paris. Et franchement, oui, ça m'a donné envie de poursuivre mes études en France. Mmh. À l'époque, au milieu des années 90, bon, la situation de politique actuelle en France c'est moins encourageante, hein, mais à l'époque, Il n'y avait pas les gilets jaunes à c'était, l'époque, hein. ouais, la société était plus apaisée et Paris et la France allaient plutôt bien. Moi, j'étais impressionné par la vie culturelle qu'il y avait en France. J'ai visité des musées. J'étais au Louvre, j'étais à Orsay. Ça fait partie du voyage tel qu'on me le proposait. Donc, j'ai pu profiter de ça. J'ai vu aussi quelle était la place du livre. Moi, j'aimais lire depuis l'enfance. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vu les gens lire dans les parcs, dans les transports. J'ai vu On se plein de sent moins seul, librairies. hein, du coup. Oui, c'est vrai qu'il m'arrivait de me sentir seul, il m'arrivait même de me sentir j'étais raillé quelquefois quand je prenais un livre et que je le sortais alors que j'attendais le bus scolaire ou des trucs comme ça en Tunisie, hein. Les gens, vous êtes pas dans un terrain conquis quand vous sortez un livre et que vous le lisez sur la place publique en Tunisie, hein. Il y a toujours des gens qui vont vous regarder un petit peu de travers. Donc ça, c'était la situation quand j'étais enfant et mon choix par exemple de publier avec Elisade et de participer aussi à la dynamique de la vie culturelle en Tunisie, c'est justement pour qu'on puisse changer de regard par rapport au livre et qu'on puisse le rendre désirable dans les mains des Tunisiens. On a du Mmh. chemin à faire, mais voilà, il faut occuper le terrain, il faut proposer des bons romans aux Tunisiens pour que voilà, pour qu'ils ne se dérobent pas devant leurs responsabilités, on va Ouais. dire.
Yémen, tu as de l'avance sur mes questions, hein, parce que je vais y revenir au choix de la maison d'édition. Effectivement, aussi, c'est prévu. Non, mais juste, je termine la partie enfance, lecture, etc. C'était quoi tes lectures plus jeunes, les premières lectures, on va dire, celles qui t'ont influencé, que ce soit en arabe ou en français, parce que j'ai cru comprendre que tu aimais la poésie hein, arabe particulièrement. Donc, c'est quel genre de poésie que tu lisais? Et puis pour la littérature française ou pour quels étaient les premiers romans marquants? En fait, la rencontre avec la poésie s'est faite vraiment au lycée à travers l'Arouz. Oh là là, C'est qu'on ça c'est un étudiait choc, à c'est l'époque. pas une rencontre. Ouais, pour beaucoup de gens, c'était un choc parce qu'en fait, c'est vraiment l'art de mesurer les vers de la Ouais. poésie et de dire à quelle mer de rythmique ils appartiennent, sachant que ces rythmiques-là sont vraiment anciennes et remontent à l'époque del Mu'allaqat. Donc tout ça fait qu'on rencontre des poètes extraordinaires comme Antar ibn Shaddad, comme Amr al-Qais, comme l'Akht al-Saghir, comme il y en a beaucoup et franchement les énumérer tous ça prendrait du temps. Et donc jusqu'à la poésie contemporaine avec Nizar al-Qabbani par exemple ou Badr Shakir Sayyib, Abul Qasim al-Shibli. Mm. Donc tous ces poètes là, tout rencontrés donc grâce aussi à l'école et au programme que nous proposait l'école, c'était pour moi une bénédiction parce que j'aimais lire déjà à l'époque, j'aimais les bons romans, mais à un moment ça a été décuplé par la beauté de cette langue arabe qui était à la fois rigoureuse et souple, pleine de synonymes, pleine de métaphores, qui crée donc une atmosphère onirique dans sa façon de raconter, de tisser les histoires. Et donc c'était ça plutôt mes premiers amours de la littérature, mais ensuite venu avec l'usage de la langue française, des rencontres avec des textes vraiment bouleversants. Je peux vous dire par exemple que j'ai lu l'Iliade d'Homère traduite en langue française. Donc c'est pas bien entendu la langue d'origine hein, qui raconte l'histoire, mais déjà en langue française, ce texte-là est un bijou et ça m'a montré à quel point la langue française savait raconter aussi des histoires exceptionnelles et extraordinaires. Parce que franchement, ce qu'il y a dans l'Iliade d'Homère, je ne l'ai jamais lu ailleurs, quoi. C'est vraiment d'une richesse cette histoire entre les hommes, les dieux et les demi-dieux et toutes ces interactions pas possibles qui vont jusqu'à même nous interroger sur notre propre nature. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que j'ai découvert grâce à la langue française et après plus tard j'ai lu du Diderot, j'ai lu du Giono, j'ai lu du Alain Fournier en langue française et je continue encore à apprécier cette langue, soit ce qu'elle traduit parce qu'en fait la langue française traduit énormément de textes, Ouais. donc on a accès à plusieurs imaginaires, à plusieurs littératures. Par exemple, j'ai rencontré Gabriel Garcia Marquez grâce à la langue française. J'ai rencontré Luis Sepúlveda grâce à la langue française. Comme aussi, j'ai pu apprécier des vrais auteurs français comme Le Clésio, comme Albert Camus, comme Modiano, comme Balzac, comme Zola. Voilà, les classiques et les contemporains. Parmi tes coups de cœur d'auteurs contemporains vraiment récents, qui tu citerais? Parmi tes dernières lectures peut-être aussi. Parmi mes dernières lectures, je citerai un ami qui s'appelle David Diop, qui a écrit Frères d'âme. Il a eu le Goncourt des lycéens il y a 3 ans, je crois. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un tirailleur sénégalais dans les tranchées qui perd son meilleur ami et ça le rend un peu fou d'être sans repère dans toute cette guerre inhumaine. Je pourrais vous citer Emilienne Malfato, qui est aussi publié avec Elisade, qui a eu le Goncourt des lycéens cette année également, pour un magnifique petit livre qui s'appelle Sur toi se lamente le tigre. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui tombe enceinte en Irak, d'un homme qui va mourir à la guerre et qui va les laisser future mère célibataire, donc en gros condamnée à mort.
Wow. Donc voilà quelques coups de cœur actuels de la littérature francophone d'aujourd'hui, sachant que voilà, ce qui est beau dans la langue française, c'est justement son rayonnement aussi en dehors de l'Hexagone, en dehors de la France, et on peut avoir une multitude de textes qui viennent de partout et qui permettent de montrer que il n'y a pas que la littérature hexagonale Franco-française. franco-française. Ouais. Voilà. Moi, justement, je me pose la question, maintenant que tu en parles, est-ce que tu trouves que justement la littérature francophone, quand on est on a d'autres origines et qu'on est Mm. francophone et qu'on écrit des livres, est-ce que il y a des particularités? Est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu reconnais une littérature, je sais pas, je dirais francophone marocaine, francophone. Je reconnais ma singularité et je reconnais la singularité de chaque auteur qui fait l'usage d'une langue de toute façon. Donc il y a quelque chose de singulier à tout ce qui se fait. Et moi, mon rapport à la langue française, c'est un rapport d'humilité aussi parce que je sais que c'est pas ma langue maternelle Mm. et j'en apprends tous les jours. Quand j'écris en travaillant aussi énormément sur la langue, Mm. en allant chercher le bon champ lexical, les bons synonymes quand il faut. Des fois, je rencontre des mots qui appartiennent à ce qu'on appelle le vieux français, qui n'est plus beaucoup utilisé, mais des fois un mot du vieux français qu'on peut ressortir parce que le rythme de la phrase l'exige. Et ben ça, en fait, ça vient du fait que on n'est pas dans l'immédiateté de la langue, qui vient du fait que c'est la langue maternelle qui s'exprime. Quand on s'exprime dans une langue qui n'est pas la sienne, on a un rapport, je pense, un peu plus humble, un peu plus artisanal, et on va chercher le mot qu'il faut, et on considère pas que la victoire est acquise en ayant couché une phrase du premier jet, mais qu'il faut la retravailler pour la rendre encore plus belle, parce que il y a certainement une richesse qu'on soupçonne pas encore et qui fait le sens de l'apprentissage de la langue. On est toujours en apprentissage. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, Oui, mais oui, 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 tout à fait. Je vois le. Mais en même temps, on pourrait dire la même chose pour l'écriture en langue arabe littéraire. C'est pas une oui, langue tout à fait, parce que le langue arabe littéraire n'est pas non plus une langue de du notre quotidien. de l'immédiat. Par contre, il y a des textes beaucoup plus intuitifs qui sont bederj en langue Ouais, en dialecte tunisien et qui ont beaucoup de succès. Je pense par exemple à Dor Al-Feza ouais. qui sort des livres dans cette langue-là, et je pense qu'elle C'est elle plutôt écrit un peu fait. comme Mais elle en fait, parle. elle écrit en dialecte et Dora, son livre est en arabe littéraire. Ah d'accord, ok. Elles sont deux sœurs. Ouais, ça marche. Ouais, bah voilà, pardon. Oui, oui. Donc, et alors, du coup, le choix de Yemen Maner d'écrire en langue française, le choix de Yemen qui d'abord s'est passionné pour la poésie arabe et pas n'importe laquelle, parce que ce que tu as cité, là, on parle vraiment euh, des grands classiques très difficiles à comprendre, hein, quand on parle de Mu'allaqat et de Oui, Antar après ibn Shaddad, etc. Donc, les textes en fait sont souvent aussi accompagnés par des explications. Il faut pas forcément croire que c'est compréhensible au premier coup, hein. Il y a aussi dans la découverte d'un texte, la découverte de tout un univers, de toute une histoire, de la jeunesse du texte, et c'est très important pour décoder. Et ça, on l'apprend, hein. Plus le texte est complexe, plus on apprend que il faut aussi se renseigner autour d'un texte pour pouvoir le déchiffrer. ouais. Donc, Et voilà. donc, malgré ça, tu choisis plus tard d'écrire en français. Oui, après, c'est peut-être au départ, ça me semblait être intuitif, et le fait est que ben on me pose la question et il fallait que je le comprenne aussi. Donc c'est comme si je me trouvais des raisons, c'est comme si je me psychanalysais quelque part pour savoir pourquoi ben j'ai écrit en langue française, et la seule réponse qui me semble plausible, c'est qu'en fait, j'ai vu ce que c'est que la dynamique d'un livre en langue française, et j'ai vu ce que c'est que la dynamique de l'édition en langue arabe. Mm. Et quelque part, je me suis dit certainement que pour être lu, il vaut mieux écrire en langue française parce que on rencontre plus de lecteurs qu'en langue arabe, où les structures d'édition, même les fondements
de ce travail éditorial est très difficile. Je connais énormément d'auteurs de langue arabe qui galèrent beaucoup à faire de la bonne édition de leurs textes, à espérer un rayonnement qui va au-delà du pays pour toucher un peu plus le monde arabe, que ça soit en Orient ou même au Maghreb, et trouver que c'est très difficile d'arriver à être distribué jusque-là ou à passer des accords éditoriaux qui tiennent le coup avec les vrais royalties qu'on peut devoir à un auteur, etc. Dans ce monde-là. Et donc c'est autre chose dans le monde francophone. C'est un peu plus ordonné, c'est un peu plus organisé. Et avec cet éditeur-là qui est très important, qui est Elisad. Oui, pourquoi Elisad justement? Pourquoi le choix d'une maison d'édition tunisienne? Parce qu'elle fait du bon travail, elle a de l'ambition. Elle grandit depuis 2005 où elle a été fondée jusqu'à aujourd'hui. Elle a réussi à faire du bon travail, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en France, parce qu'en fait, on a un catalogue dans cette maison d'édition qui dépasse les frontières de la Tunisie, même si elle est installée en Tunisie. Elle a envie de faire de faire résonner les voix de ces auteurs du Sud vers le Nord. Donc, on a des auteurs mauritaniens, des auteurs libyens, des auteurs français aussi, donc avec une littérature plutôt ouverte au monde. Et du coup, elle s'inscrivait dans ma vision de ce que c'est que la littérature et surtout aussi pour ce qu'elle fait pour le paysage culturel tunisien. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'être présent à travers elle en Tunisie. Donc, c'était important pour toi de démarrer, de sortir depuis la Tunisie, rayonner ailleurs. Et de continuer. Pas l'inverse. Oui, de continuer pour prouver, parce que bon, l'inverse aurait été difficile à accepter pour le lectorat tunisien, parce que si on édite avec un éditeur français, eh ben en fait malheureusement les livres deviennent très chers pour le lecteur tunisien, alors qu'avec Elisad, le livre est tout à fait accessible. Donc c'est un choix pour être présent en Tunisie. Et donc et on a aussi l'ambition de distribuer en France, même si c'est difficile, mais on y arrive. Et donc et on arrive à démontrer que depuis la Tunisie, on est en capacité de créer un bon produit culturel qui permet justement de prouver notre savoir-faire et de dire qu'on n'est pas uniquement des consommateurs de la culture, mais aussi on est exportateurs. Donc ça explique un petit peu. C'est vrai que Elisad fait un super bon boulot. D'ailleurs, au passage, on salue le duo derrière la maison d'édition. Et puis aussi un travail au niveau tu as parlé une fois dans une interview de marketing du livre, qui passe aussi entre autres. C'était la question. Parler aussi du choix du titre, mais aussi, moi je dirais de la couverture, de la mise en page, de toute cette expérience en fait de lecture. Donc je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait dans ce sens et qui laisse les livres, donc tes livres, mais aussi les livres de la maison d'édition Elisad, font qu'ils sont au même niveau en termes de qualité que tous les autres bouquins de maisons d'édition étrangères, notamment françaises. Oui, tout à fait. Sur le contenu, donc le catalogue est riche et vraiment a le soutien de beaucoup de libraires parce que c'est une littérature décentrée, c'est une littérature monde. Du coup, c'est important, c'est pour les gens qui comprennent le sens même de la culture, de comprendre qu'il y a des liens à tisser entre les peuples et que les langues servent à ça. Et donc il y a énormément de libraires qui soutiennent le catalogue d'Elisad et parce que aussi les livres sont bien finis, donc ils sont présentables. Il n'y a pas à rougir de mettre en vitrine des livres d'Elisad, ils sont aussi beaux et attractifs que le reste des autres livres qui sont présents. Donc non, c'est du travail qui est vraiment très bien fait et voilà et on gagne en notoriété. Tous les jours, on a encore plus de soutien et plus d'encouragement pour continuer. Yemen, on va finir par cette partie-là pour parler un petit peu du rayonnement effectivement de tes livres à l'étranger. Alors en France, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays. D'ailleurs, on en a parlé en off où tu m'as dit que tes livres avaient été traduits dans d'autres langues, bien sûr l'anglais, mais d'autres langues. Qu'est-ce que ça te fait, ou alors quel est l'écho que tu as par rapport à ces traductions-là? Quel est le rapport? Quels sont les gens qui
quels sont les profils des gens, au fait, qui lisent tes livres? Je sais pas si tu as la réponse à cette question, mais en tout cas, qu'est-ce que ça te fait de voir tes livres traduits dans d'autres langues que le français ou l'arabe? Alors, c'est une grande joie parce que moi, en fait, j'étais touché par beaucoup de livres traduits quand j'étais jeune. J'ai lu énormément de livres traduits grâce notamment à des maisons d'édition libanaises Oui. qui proposaient des best-sellers entre guillemets mondiaux en langue arabe. Mm. Donc, j'ai pu lire des livres traduits et j'ai pu comprendre l'importance de cet acte culturel parce qu'en fait j'étais transcendé, j'étais dans ma petite banlieue de Tunis dans les années 80 90 et je voyageais à travers ces lectures. Ouais. J'étais aux États-Unis, j'étais au Liban, j'étais en France, en Angleterre, dans d'autres époques que celle de mon quotidien à l'époque et donc c'était vraiment un bonheur de lire des livres traduits et être traduit aujourd'hui et procurer le même sentiment que moi j'ai vécu à d'autres personnes peut-être en quête de voyage, de dépaysement et de découverte. C'est vraiment c'est touchant, c'est très touchant et j'en suis très heureux et pour m'en rendre compte en fait. Et pour que, je sais pas, si vous avez la curiosité d'aller voir, mais sur la page Amazon, Ouais. en fait, on a les retours des Les lecteurs lecteurs. dans le monde anglo-saxon et on est à peu près alors que le livre a été traduit en janvier, on est à peu près à peu près 4000 retours de lecteurs sur le livre. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est très beau de le voir partagé à cette échelle-là, en tout cas. Ouais. Et le retour de ceux qui n'ont peut-être aucun rapport ni avec la Tunisie, ni avec qui ne savent rien de la révolution, ou qui ne savent rien de toutes les métaphores dont tu parles dans le livre avant de l'avoir lu. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à ça, des Ah oui, oui, réflexions? c'est tout à fait, tout à fait. Ça m'a même valu d'être invité à certains débats dans des universités parce qu'en fait, il y a pas longtemps, c'était les 10 ans du printemps arabe, donc c'était au mois de janvier. Et donc il y a pas mal d'universités qui ont fait des débats autour de cette question, une rétrospective sur les 10 ans de révolution. Et j'étais invité et je parlais de cet épisode tunisien à travers la présentation que j'en faisais dans le livre. Et donc oui, il y a eu des lectures qui ont sensibilisé le lecteur au contexte tunisien, à l'histoire qui s'est déroulée dans ce pan du monde. Ça fait plaisir en tout cas. Justement, je suis sur la page Amazon. Il y a près de 4000 évaluations déjà par rapport et de commentaires, donc par rapport au livre La Ardent. Et à peu près presque 90% ont noté le livre entre 5 et 4 étoiles. Donc on a presque 60% 5 étoiles et 30% de 4 étoiles. Donc ça veut tout dire, plus les commentaires, hein. Ouais, c'est vraiment, ouais, tout, Ça ça a trouvé son public. C'est vraiment. Ça fait plaisir. Et ça te fait un petit stress par rapport au prochain livre, d'ailleurs, qui sort bientôt ou pas? Non, je n'ai pas le stress de savoir si je vais faire mieux ou pas, mais il y a toujours la petite appréhension de savoir comment le livre va être accueilli pour ce qu'il est. Pas par rapport à ce qui a été déjà fait, mais par rapport à son contenu, par rapport à ce qu'il est en soi. Oui, j'ai une petite appréhension, j'attends de voir comment le livre va être accueilli, mais c'est pas pour savoir si je ferai aussi bien ou pas, c'est pour savoir si je vais toucher les lecteurs aussi sensiblement. Bel Abîme, précisément le 2 septembre. Donc le 2 septembre, ce sera en France ou en Tunisie ou comment ça va se passer pour la sortie? Les deux, au même moment. Oui. Excellent. On peut juste une petite idée sur ce prochain bouquin? Alors, il y a déjà quelques lectures qui en ont été faites et il y a le premier chapitre qui est disponible sur Internet pour la lecture. Très bien. Pour les personnes qui ont envie d'aller découvrir en avant-première. Moi, j'ai pas forcément envie de beaucoup en dire. Je trouve qu'on en a dit beaucoup là déjà sur les sites. J'ai pas envie de spoiler
l'histoire. Encore plus. Ouais, encore plus. Donc, ce que je vais en dire, on est dans un monologue. C'est un adolescent qui parle. C'est un adolescent qui est dont la jeunesse a été dévoyée, comme beaucoup d'adolescents tunisiens. Ça se déroule en Tunisie. Il est accusé de certains de crimes qu'il reconnaît. Donc, il a tiré sur des personnes. Pourquoi il a commis cet acte de violence? Qu'est-ce qui l'a emmené là? Et c'est ce qu'en fait on va découvrir tout au long de son monologue, où il parle tour à tour à son avocat et un expert psychiatrique qui est venu faire son portrait psychologique en vue de son procès. Donc voilà l'histoire un peu en quelques mots. Oui, alors ça donne envie. Je me permets peut-être parce que j'ai pas encore lu le livre, j'attendrai sagement le 2 septembre. C'est Oui. le monologue d'un adolescent. Est-ce que on pourrait conseiller cette lecture justement à des jeunes aujourd'hui, puisque la question est, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, la lecture, la place du livre en Tunisie, la place de la langue française, la réticence parfois des jeunes non seulement à lire, mais encore plus à lire en français. Donc, est-ce que ça pourrait être un livre qu'on conseillerait aux jeunes pour un petit peu retrouver le goût de la lecture ou le trouver tout simplement? Oh oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, je vais même vous dire que tous les livres sont à conseiller aux jeunes. Moi, Ça dépend. Des fois, il y a quand même un certain usage de la langue qui pourrait un petit peu rébuter certains. moi, je ne sais pas. Moi, franchement, je suis peut-être, je sais pas, hors sol, comme on pourrait dire, mais pour moi, il n'y a pas de frontière, quoi. Il n'y a pas de lecture qui doit être conseillée à un public ou pas, à moins d'être dans la tendre enfance. Et là, ça a plus de sens. Mais à partir de l'adolescence, on peut tout lire. Et justement, la littérature, elle offre cet espace-là qui brise les tabous. C'est un espace où on peut avoir accès sans forcément être heurté, parce que autant les images peuvent hanter, ce qu'on peut voir à la télé en termes de son, en termes de mise en scène, ça peut hanter, les images peuvent hanter, autant quand on lit, en fait on imagine à la mesure de ce qu'on est capable d'imaginer. Donc on déploie notre propre imagination, et le curseur de notre imaginaire, il fait en sorte que de nous rendre supportables ou accessibles les livres qu'on considère peut-être trash ou inaccessibles pour les adolescents. Mais moi, j'ai fait des lectures qui étaient très fondatrices pour moi adolescent, alors que c'était peut-être pas des lectures qu'on aurait pu conseiller à quelqu'un de mon âge. Mais la littérature, c'est un espace de liberté, pas un espace de censure. Et justement, c'est un espace où les tabous peuvent être posés sur la table, là où nulle part ailleurs ils ne peuvent l'être faits dans certaines sociétés. Donc du coup, il faut pas se priver de cet appel à la liberté qu'elle représente. Et donc pour moi, à partir de 13-14 ans, on est en capacité de tout lire, même 12 ans, je vous dirais. J'ai plus rien à dire là-dessus, plus rien à rajouter. C'est tellement beau et ça donne tellement envie justement. Je crois que plusieurs parents devraient écouter, et même les jeunes, à partir de 12 ans, écouter ce podcast. Ça leur donnera peut-être envie. Effectivement, il y a ce côté, cette partie-là où on parle de l'imaginaire et de pouvoir se construire les images qu'on veut sur le sujet qu'on est en train de lire. Effectivement, ça n'a pas de prix par rapport à ce qu'on nous inflige, comme parfois vidéo ou son ou autre, où on n'a pas le temps et le droit de se faire notre propre image, justement, Oui, tout à fait. du sujet. Et donc merci, parce qu'on arrive à la fin. J'aurais aimé continuer à papoter un petit peu plus, Yemen Manet, mais là on a déjà dépassé, je crois, le temps pour l'enregistrement. Je retiendrai juste ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, qui n'a pas été enregistré, mais que je trouve très intéressant à dire, c'est que finalement tu as un regard optimiste par rapport au livre, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a un petit recul de la consommation ou du rapport du rapport au livre dans plusieurs pays, un peu partout dans le monde, justement parce qu'on a été envahi par les réseaux sociaux, par les vidéos et autres, mais que finalement la pandémie, les confinements, les multiples confinements ont fait justement renaître chez certains cette envie de lecture. Plusieurs ont trouvé refuge dans la lecture, plusieurs ont découvert la lecture pendant le confinement. Et ce qui était au départ en France, par exemple, commerce non essentiel,
a fini justement par retrouver sa place initiale. Donc, c'est un commerce essentiel par rapport aux librairies et autres. Et puis, en Tunisie, je crois que la demande est de plus en plus importante de livres. En témoignent les commandes sur Internet. Et j'espère que des librairies suivront, qu'on en aura d'autres. Parce que là, pour le coup, le problème en Tunisie, c'est que les espaces, justement, de vente de livres sont encore pas assez nombreuses. Après, franchement, même si la tentation par rapport au livre, comme par rapport à toute chose, la tentation de dire que c'était mieux avant est grande, moi je reste persuadé que le livre a l'avenir devant lui. On est quand même devant l'objet qui a accompagné l'humanité depuis la création. On n'est pas capable forcément aujourd'hui d'imaginer un monde sans livre, et même devant l'essor de tous les autres loisirs, en fait il arrive à un moment où je pense on a envie aussi d'autre chose. Et la période, comme vous le dites, de confinement l'a peut-être montré. Il y a des gens qui ont beaucoup plus lu pendant cette période-là qu'ailleurs. Ça a relancé certains textes magnifiques comme L'Aveuglement de Saramago et comme La Peste d'Albert Camus. Ouais. Ce sont des livres qui parlent de pandémie, donc les gens avaient envie de lire une littérature pour comprendre le ressort de ce qui leur arrivait par le biais de ces œuvres-là, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Donc oui, le livre a encore des beaux jours devant lui, et moi j'ai eu la chance de faire quelques lycées en Tunisie, quelques tournées dans des lycées où j'ai rencontré des jeunes lecteurs qui étaient vraiment formidables et qui m'ont rassuré que le meilleur est à venir. Ce n'est pas forcément c'était mieux avant, mais je pense que le meilleur est à venir. Il y a des blogueurs en Tunisie qui font du travail autour du livre. Des YouTubeurs, on appelle ça. Des YouTubeurs qui chroniquent des bouquins. Il y a les prémices d'une je vais pas dire d'une révolution culturelle, mais il y a les prémices d'un avenir meilleur pour le livre en Tunisie. Et il y a plein d'autres maisons d'édition qui se sont aussi mis au diapason, qui font du beau travail en dehors d'Elisade. Notamment pour plusieurs autres. Oui, il y en a quelques-unes qui font vraiment de l'excellent travail. Donc, je leur souhaite de continuer et d'avoir une politique culturelle autour du livre qui tienne la route, parce que il faut aussi que ça se passe au niveau des politiques et des ministères. Il faut qu'ils arrivent à déminer cette scène-là de la chaîne du livre, qui peut être aussi touchée par de la corruption et des lobbies. C'est clair. Oui, c'est clair. C'est secret de Polichinelle, comme on dit. Merci beaucoup, Yemen Maneri, pour cet entretien. Merci d'avoir donné envie, je pense, à plusieurs, que ce soit de lire ou d'écrire, pourquoi pas. Peut-être que certains n'osaient pas se lancer et qui pourront, grâce à ce joli parcours, espérer le faire aussi. Donc, à très vite. Et on reviendra peut-être vous parler de Bella Bimiaï, chez Yemen. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode du podcast Ma vie en VF. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube. Et pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner à l'une de ces plateformes de diffusion ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en VF.